L'objectif initial qu'on avait, c'était de trouver un moyen de lutter contre les fake news en fait. Donc c'est un sujet qui est hyper vaste. Nous avons demandé aux étudiants de Sorbonne Université de travailler sur ce brief, de mieux comprendre pourquoi des solutions connues ne sont pas utilisées par les entreprises, par les pouvoirs publics. On a choisi assez naturellement de partir vers l'éducation, parce que c'était quelque chose qui nous correspondait et on sentait que voilà, ça serait la meilleure approche pour nous. On s'est lancé comme mission assez énorme de recenser les solutions éducatives qui existent en Europe en termes d'éducation pour les fake news. Donc ça va être de l'éducation digitale, de l'éducation aux médias et à l'information. L'idée, c'est que les jeunes soient éduqués le plus tôt possible à comprendre d'où vient une information, quel que soit le biais de communication de cette information, comprendre sa source, son contexte, la raison pour laquelle elle était publiée, la raison pour laquelle elle est arrivée jusqu'aux yeux de la personne ce jour-là. Et une fois qu'on a compris la raison de cette information, on peut se créer sa propre opinion, avoir un esprit critique, débattre, communiquer. Et ça, il faut absolument que ça soit mis en place dans les curriculums éducatifs. Identifier et préconiser des moyens pour lutter contre les fake news pour des cibles tout aussi particulières, les médias, entreprises, instituts, publics ou privés, en France et même en Europe. La volonté de la Villa Numéris ambitionne de pouvoir aider, guider, conseiller ces différents acteurs contre un phénomène qui n'épargne personne. J'imagine que tout le monde, à partir de 2016, a vraiment commencé à entendre ce terme, utilisé notamment par le président des États-Unis. Et c'est même quelque chose qui nous touche personnellement dans notre entourage. On a tous un membre de notre famille qui va nous sortir parfois des théories ou des informations totalement décalées par rapport à la réalité, ou même par rapport à ce qu'on connaît. Donc évidemment, on ne va pas faire une liste exhaustive de ces solutions qui existent, mais on essaye de faire un peu un panel de différentes solutions, donc qui peuvent être à la fois des jeux vidéo, des ateliers dans les écoles, des livres, des choses comme ça. Donc on va recenser ces solutions et ensuite on s'est dit, en fait, on a du mal à les recenser parce qu'il n'y a pas vraiment une nomenclature pour les définir et les critères pour les définir ne sont pas forcément très clairs. Du coup, on a créé une grille d'évaluation, une grille de catégorisation de ces critères. Donc tous ces critères qui nous paraissent importants pour évaluer le succès et la réplicabilité d'une solution éducative. On a organisé des rencontres à Paris de très bon niveau au mois de décembre où se côtoyaient des élus, des représentants des plateformes, des chefs d'entreprise, des journalistes. Et donc effectivement on les a confrontés à la réalité de quelque chose sur lequel personne n'a de vérité pour le coup et sur lequel chacun essaye de se forger une opinion. Ça a été très gratifiant de voir que des individus qui étaient pour certains des sommités dans leur domaine étaient d'accord avec nous et en tout cas jugeaient que notre projet avait de l'intérêt. On a tendance à s'enfermer dans des méthodes et des schémas de pensée en fait qui sont très propres aux gens qu'on a côtoyés, qui ont la même formation que nous. Et c'est vrai qu'en sortir, il y a des façons, notamment quand on a dû faire notre projet sur la grille et la façon d'aborder l'éducation, c'était complètement différent de moi, comment je l'aurais fait. Et je pense que heureusement qu'il y a eu cette vision différente, cette méthodologie différente de la part de tous mes collègues, parce que ça a permis de produire quelque chose qui est beaucoup mieux. On avait tous des approches qui sont assez différentes finalement. Et le fait de travailler avec des gens qui ont fait des disciplines différentes, ça fait qu'on va avoir des sensibilités qui sont différentes selon les choses. On va s'orienter vers des directions qui sont différentes. Dans mon master original en sciences de la mer, on avait beaucoup de gestion de projet entre nous. Mais c'est vrai qu'on avait tous la même passion, on avait tous le même objectif, on avait tous les mêmes compétences. Alors là, ça apporte quelque chose qui est complètement différent. C'est la première fois vraiment que je vois à quel point c'est bénéfique de rencontrer des personnes qui n'ont pas fait les mêmes études, qui n'ont pas du tout fait les mêmes formations. Parce que ça donne vraiment une autre vision, ça donne du recul et toutes les expériences que j'ai eues en gestion de projet, là je vois à quel point vraiment ça donne une sorte de... Il y a de la créativité, il y a plus de spontanéité, le fait de ne pas du tout avoir fait les mêmes formations, finalement ça sort un peu, on sort de sa zone de confort. Une manière de résumer le groupe Villa Numéris, c'est la force tranquille. C'est un mélange entre une très grande rigueur et une grande dose d'enthousiasme. Il y a eu aussi énormément de complémentarité dans le leadership à l'intérieur du groupe. Pas de leader naturel, mais systématiquement, chacun des membres a cherché à expérimenter ce que c'était que piloter une équipe. Et puis je pense que naturellement, les leaderships se sont développés individuellement sur l'ensemble du parcours.